Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Dutta et vous écoutez Learning Matters, un podcast qui décrypte les savoir-faire et savoir-être, les postures des personnes qui bâtissent aujourd'hui le monde de demain. Je vous propose de découvrir ensemble leurs mécanismes de fonctionnement, de comprendre et s'inspirer de leur philosophie de vie pour mieux construire votre propre boîte à outils. Dans cette première série, Comment décider face à l'incertitude, mes invités ont des savoirs et des méthodologies à transmettre. Ces femmes et ces hommes sont inspirants, car ils éclairent la voie d'un monde de plus en plus complexe, de plus en plus rapide, et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux avancer et progresser, pour décider plus sereinement. Aujourd'hui, je reçois Basma Bonnefoy. Elle est directrice générale adjointe du pôle radio du groupe M6, RTL, RTL2, Fun Radio. Elle fait aussi partie du comité de direction du groupe. C'est par ailleurs une grande adepte de culture, d'art, de voyage. C'est une femme passionnée, maman de 3 enfants. Au cours de cet échange, Basma nous parle entre autres de l'importance des voyages, de la curiosité et de l'esprit critique en entreprise. Nous évoquons les enjeux de transition dans les médias, notamment d'un point de vue organisationnel. Et nous abordons aussi des problématiques d'inclusion, telles que comment briser le tabou de la maladie au travail et surtout, comment prendre des décisions au quotidien quand il faut combiner maladie et top management. Mais place maintenant au témoignage de Basma. Bonjour Basma. Bonjour Anne-Sophie. Merci pour ta présence aujourd'hui sur les tout premiers épisodes de ce podcast. Alors, j'ai la chance de te connaître personnellement et je profite de cette occasion pour te dire que tu es une personne qui m'inspire beaucoup et que je suis vraiment heureuse que tu aies accepté l'invitation d'avoir cette conversation aujourd'hui pour nos auditeurs, car je sais que tu sais partager et prodiguer de précieux conseils à ton entourage et je te remercie sincèrement pour cela. Ma première question pour toi serait: quels sont les choix de vie, faciles ou difficiles, les décisions complexes, les situations que tu as dû affronter dans ton parcours pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui? Alors avant tout, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de partager ce moment et d'échanger sur ces thématiques avec toi. Merci de ce que tu me dis, parce que c'est important pour moi de partager et d'échanger un maximum sur mon expérience en espérant qu'elle puisse éclairer d'autres. Donc je suis ravie de pouvoir prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de ce podcast. Si on regarde mon CV, mon parcours, aujourd'hui, je suis directrice générale adjointe des radios du groupe M6. J'ai eu un parcours au sein du groupe M6 depuis 2007 où j'ai changé de job tous les 3 ans à peu près. Et effectivement, quand on regarde ce CV, on a peut-être le sentiment que c'est un parcours, un plan de carrière un peu réfléchi, défini, et que les décisions d'orientation ne venaient que de moi. Ça serait un peu prétentieux de dire ça, et c'est aussi prétentieux de penser que là où je suis aujourd'hui par rapport à d'où je suis partie n'est dû qu'à mon engagement, mon travail, mon implication. C'est beaucoup le fruit de rencontres, d'écoutes, bien sûr, d'opportunités que j'ai pu saisir et que j'ai eu parfois l'audace de saisir parce que j'avais cette curiosité à relever un nouveau challenge. Mais c'est surtout, moi je dirais, ce que je retiens de mon parcours, c'est une vraie curiosité à apprendre de nouvelles choses. Donc, pour répondre à ta question, si je devais expliquer comment je suis arrivée aujourd'hui là où je suis, moi je suis partie au départ, j'étais dans le conseil pendant 8 ans. J'ai fait le choix du conseil parce qu'à un moment, je ne savais pas trop ce que je voulais faire à la sortie d'une école de commerce. Et puis, donc, j'avais une amie qui me disait « Non, mais le conseil, c'est l'endroit où il faut être au moment où on commence sa carrière parce que c'est une vraie école. On est amené à travailler sur différentes missions avec différents clients. » Donc, à chaque fois, une nouvelle problématique à aborder. Et donc, elle m'a dit, écoute, va dans le conseil, Accenture, c'est la boîte où il faut être. Ils embauchent plein de gens, postule. Donc, je me suis lancée là-dedans un peu, voilà, par hasard.
Et à l'occasion donc j'ai commencé par un stage de fin d'études. À l'occasion de ce stage, j'ai découvert un environnement tellement stimulant, effectivement, avec plein de choses qui m'étaient totalement étrangères, à la fois l'esprit d'équipe, le travail en équipe, l'exigence, la méthodologie, la rigueur, la gestion de projet, les rôles de chacun, les périmètres de responsabilité. Et donc là, j'ai eu envie, voilà, à la fin de ces 6 mois de stage, de poursuivre l'aventure. Et l'aventure a duré 8 ans. Voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Au bout de 8 ans, j'avais fait un peu le tour. Je commençais à me poser des questions sur le sens de la vie, le sens de mon projet professionnel. Parce que le conseil, c'est super pour apprendre à apprendre rapidement. Mais il n'y a pas d'ancrage opérationnel. Voilà, on n'est pas expert, on ne développe pas une expertise. On a la gestion de projet. Et donc... au bout de 8 ans de conseil, où on gagne très bien sa vie, je me suis dit, maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que j'ai envie de faire, mais pas drivé par la nécessité, mais par le plaisir. Et finalement, en me posant, qu'est-ce que j'avais envie de faire ? C'était voyager. Et donc, j'ai fait le choix de faire une année sabbatique, de prendre une année sabbatique pour voyager pendant 1 an. Donc, c'était une décision qui, je dirais pas qu'elle a été difficile. Je dirais qu'elle a été mûrie. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de poursuivre cette évolution professionnelle et m'inscrire dans cette dynamique qui m'apportait beaucoup ? Mais je sentais que j'avais besoin de combler des manques liés à mon parcours personnel et que j'allais me traîner si je ne les comblais pas à ce moment-là. Et donc, cette année sabbatique... Est-ce que cette année sabbatique t'a permis de combler ces manques ? Exactement, justement. Oui. En fait, pendant 1 an, ça a été... on a fait un tour du monde. Donc, alors, on ne visite pas le monde entier, mais on a voyagé pendant près de 1 an, 11 mois et demi à peu près. Et j'ai découvert plein de pays que je ne connaissais pas. J'ai découvert aussi la liberté. C'est-à-dire que pendant 11 mois, on est en dehors de toute contrainte sociale, ne serait-ce que même au-delà du simple fait de devoir aller travailler ou d'avoir des contraintes quotidiennes. C'est aussi cette liberté de penser, de divaguer, de laisser son esprit aller. C'est ne pas avoir pas pression sociale, mais voilà, il y a pas de film à aller voir, il y a pas de sortie à aller voir, il y a pas d'obligation. Il y a aucune obligation. Et pendant 1 an, c'est juste, alors bien évidemment, on avait construit notre parcours, parce que je suis partie avec ce qui est devenu depuis mon mari. Et là aussi, c'était une décision un peu, risquée ou pas, mais ça faisait pas si longtemps qu'on était ensemble quand on a fait ce choix-là de partir 1 an, 100% du temps ensemble. Mais je me suis dit, au pire des cas, je rentre 6 mois avant, ou je rentre 2 mois après le départ. Et quoi, en fait ? Finalement, et quoi si je rentre plus tôt que prévu ? C'était un voyage planifié ou vous viviez au jour le jour Alors, on avait un parcours, parce qu'en fait, à l'époque, le billet Tour du Monde, c'était un billet où on devait planifier des vols. Donc, la règle, c'était d'aller dans un seul sens, on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, on avait dessiné un parcours, on avait décidé des destinations. Et il y avait des dates prévisionnelles, on va prendre tel vol à Tokyo à telle date, mais avec la possibilité de changer les dates. En revanche, le parcours global était défini, mais ça a été 1 an de découverte et vraiment, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans cette expérience, et je dis en fait qu'avec
qu'avec la naissance de mes enfants, ça a été le plus beau projet de ma vie. C'est cette ouverture à l'autre. C'est vraiment être ouvert et prêt à accueillir tout ce qui arrive quotidiennement sans forcément attendre quelque chose. Accueillir à la fois le bon et le mauvais, en fait. Et se lâcher prise, de se dire, bon, bah voilà, j'ai rien de prévu. C'est très enrichissant parce que finalement, ça donne une ouverture à l'autre, même quand on revient à Paris dans une vie un peu plus structurée, cadrée, etc. Il y a cette possibilité de rencontre qu'on garde quand même dans le coin de sa tête. Et donc, est-ce que ces apprentissages t'ont permis ensuite, tu as pu les inclure finalement, est-ce que dans ta vie professionnelle, est-ce qu'ils ont du coup modifié un petit peu ta façon de voir ta carrière? Puisque à ton retour, tu rejoins donc le groupe M6? Alors, à mon retour, effectivement, je rentre. Alors, je rentre en pensant que je vais reprendre ma vie d'avant chez Accenture, et pas du tout. Au bout de 6 mois, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose pour plusieurs raisons. Alors déjà, j'avais vécu une expérience qui, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le jour du retour ou les semaines qui suivent le retour qui crée le décalage. C'est au bout de 6 mois, quand la routine se réinstalle, qu'on se dit oh là là, mais en fait, ça y est, je suis repartie. Cet extraordinaire qui rythmait mon quotidien, finalement, ça y est, il est plus là. Je rentre dans l'ordinaire du quotidien. Et donc, de revenir dans cette normalité-là m'a interrogée sur est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Et par ailleurs, alors là, c'est plutôt ça relève plutôt du professionnel, c'est que au retour, je me suis donnée à fond. J'étais sur un nouveau projet à Lille. J'ai développé tout un marché, enfin pas un marché, mais en tout cas un client qu'on n'avait pas dans la boîte. Et donc, chez Accenture, comme dans toutes les boîtes de conseil, c'est très structuré. Vous avez une grille d'évaluation avec une notation de votre manager tous les 3-6 mois. Et en fonction de cette notation, vous êtes promu, vous êtes augmenté avec un certain taux, etc. Et donc, moi, je cochais toutes les cases pour pouvoir prétendre à une évolution, à une promotion. Et là, on m'a dit, non, mais en fait, tu vois, tu rentres de congé sabbatique. Alors, c'est super, ce que tu as fait, vraiment, c'est extraordinaire, c'est vraiment bien. Mais là, il faut quand même faire passer d'autres personnes avant toi parce qu'elles n'ont pas démérité. Et le contrat de confiance qui était celui pour lequel j'ai signé quand je suis arrivée dans le conseil, qui était cette grille qui est très scolaire, mais qui me convenait bien parce que j'avais pas besoin de quémander. J'étais dans une continuité de l'école presque. C'est une notation qui, en fonction de vos compétences acquises, qui vous permet soit d'être augmenté, soit d'évoluer, en tout cas d'être accompagné dans votre évolution. Et là, tous les feux étaient au vert et finalement non. Et la seule réponse était non, mais parce qu'en fait il y en a d'autres qui, oui, alors ils ont peut-être moins performé que toi, mais tu rentres de congé sabbatique. Et là il y a eu une vraie rupture de confiance, un décalage total avec ce que tu avais vécu en voyage d'ailleurs. Totalement, c'est-à-dire que je me suis dit mais en fait peut-être que je l'aurais accepté si j'avais pas eu cette coupure d'année sabbatique et que je me serais dit c'est le système, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit est-ce que je suis en accord avec ce mode de fonctionnement? J'avais bien compris que c'était pas personnel, c'était pas moi le problème, c'était un système et qui pour moi était basé sur la méritocratie, et là la méritocratie ne s'appliquait pas. Donc à ce moment-là il y a eu un déclic où je me suis dit c'est une raison de plus de changer, et donc j'ai mis à jour mon CV, et puis j'ai été contactée par un cabinet de chasse qui m'a proposé ce poste chez M6.
auquel j'aurais pas postulé en fait si on m'avait pas contacté, parce que c'était les médias, que moi j'étais spécialisée dans le retail, la distribution, la grande distribution, mais pas du tout les médias. Et en regardant la fiche de poste, je me suis dit c'est étrange, parce que ils viennent me chercher, mais moi spontanément je n'y serais jamais allée. Et puis j'ai passé les entretiens. Alors il y en a eu pas mal, il y en a eu 9. C'était une création de poste avec pas mal d'interlocuteurs autour, donc avec un enjeu aussi très, pas politique, mais en tout cas très, voilà, il fallait intégrer pas mal de dimensions. Et donc j'ai été retenue pour ce rôle de responsable de l'organisation chez M6, qui à l'époque était plus la petite chaîne qui montait, mais elle avait déjà grossi, elle s'était déjà diversifiée et elle souhaitait se réorganiser pour devenir un vrai groupe multimédia. Et donc ça a été une expérience extraordinaire, mais effectivement cette curiosité, cette ouverture en fait, quand je suis arrivée chez M6, ça a été presque un pays que je découvrais, comme durant mon voyage. J'ai découvert des gens qui adoraient ce qu'ils faisaient, qui étaient passionnés, qui pouvaient en parler pendant des heures. Et donc j'ai découvert l'univers des médias, mais les coulisses, comment on fabriquait un programme. En plus, c'était au moment où il y avait la transformation digitale. Alors, c'est en quelle année ? Donc c'était en 2007. En 2007. Et donc quand je suis arrivée, c'était une régie. Et donc là, j'ai découvert les médias, cette régie finale qui est en fait la régie de diffusion qui permet en fait à M6 de diffuser toutes ces chaînes. Donc c'est un grand espace. Et là, il y avait un magnétoscope, mais immense, avec plein de cassettes vidéo de partout. Et des gens qui déambulaient dans les couloirs pour aller chercher la cassette qui était produite par le studio de production, qui l'emmenait en régie finale. Il y avait quelqu'un qui vérifiait que tout était OK. Et puis ensuite, on le mettait dans ce magnéto. Il y avait un process si le magnéto était bloqué. Comment on fait pour ne pas avoir de noir à l'antenne. Et donc, mon job, entre autres, dans un des gros projets, c'était de transformer cette régie cassette en régie digitale. Et donc, toute la transformation des métiers autour, donc ces gens qui transportaient des cassettes, quels pouvaient être leurs nouveaux métiers, et d'accompagner ce changement. Donc, ça a été passionnant, enrichissant, et vraiment être au cœur de cette transformation très gratifiante. De ces enjeux, oui. Et alors, transformation digitale en 2007. En 2023, maintenant, je sais que tu es engagée dans la transformation, la transition RSE du groupe. Alors, tu es passée par plusieurs postes, donc du coup, pendant ce parcours. Est-ce que cet engagement dans la transition RSE, je crois que tu es animatrice de la fresque du climat. Exactement. Comment es-tu passée justement de cette transformation digitale qui était effectivement un des enjeux majeurs des entreprises, qu'il reste encore aujourd'hui, mais en tout cas en 2007, c'était vraiment les grosses entreprises, c'était leur enjeu majeur. Aujourd'hui, cet enjeu RSE est très important. Comment tu as fait cette transition justement d'une transformation à l'autre ? Alors, le sujet de la RSE, il est divers. Il y a à la fois le sujet de l'handicap, de l'inclusion de manière générale. Donc le handicap, la diversité, la parité, l'égalité homme-femme, et puis effectivement les enjeux autour du climat. Tout au long de ma carrière et à titre personnel, je me suis jamais saisie de causes. C'est-à-dire que il y a plein de causes qui me touchent. L'égalité homme-femme, bien évidemment. L'enfance, c'est un sujet aussi qui me touche. Le handicap aussi, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai toujours évité de m'impliquer dans ces sujets-là de manière vraiment intense, parce que je trouve que la société est très
est très stratifié, est très cloisonné, et défendre une cause. Il n'y avait pas une cause qui me permettait de me reconnaître dans son universalité. Pardon. Et j'avais toujours l'impression, oui, d'accord, les femmes, mais il y a aussi le sujet de la diversité sociale, l'inclusion, le handicap. Et c'est vrai que au départ, donc le climat, ça a commencé à être un sujet qui m'intéressait. Donc, partant de là, je me suis dit, il faudrait quand même que je me forme pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. J'avais un peu de mal à faire le tri entre ce que j'entendais, ce qu'on me disait, de prioriser vraiment. Est-ce que c'était important de pas plus prendre l'avion ou de pas manger de burgers à longueur de journée? Enfin bon, des choses très basiques. Et donc, dans le cadre de sa politique d'engagement, le groupe M6 a commencé à délivrer des formations fresques du climat. Et donc, j'ai commencé à faire... je me suis juste formée. Et le jour de cette formation, j'ai alors déjà... compris, vraiment, j'ai eu une lisibilité de ces enjeux-là, de la priorisation de tel sujet plutôt qu'un autre, et une meilleure lecture de ce qui était important ou moins important. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce sujet parce que ce côté universel qui me manquait dans les autres sujets qui me semblaient encore plus accentuer la stratification, la création de communautés, quelles qu'elles soient, je trouvais que l'enjeu du climat, c'était un enjeu universel qui permettait d'aborder toutes ces problématiques, et à la fois environnementale, à la fois sociale, à la fois d'égalité, d'équité. Et donc, à l'issue de cette formation, le lendemain, je crois que j'ai sollicité la personne qui était en charge de ce plan de formation pour lui dire, en fait, si vous faites des formations de formateurs, je suis partante pour être animatrice. Et donc, c'est comme ça que je me suis saisie de ce sujet. Et que j'ai eu envie à la fois de le vivre personnellement, mais aussi d'accompagner de manière très opérationnelle au sein de la radio la diffusion de cette connaissance, en tout cas de cette formation, pour mieux comprendre et éviter parfois ça relève parfois juste de terminologie qui, quand on dit c'est super, il fait beau et qu'on est en décembre, en fait non, c'est pas super, c'est super pour aller boire un verre avec ses amis, mais c'est important en tant que média de faire la part entre ce qu'on peut apprécier personnellement et une lecture de ce qui se passe, qu'on doit rendre intelligible et compréhensible pour que chacun puisse se faire son avis. Et donc j'ai eu envie d'embarquer le périmètre sur lequel je travaille dans la compréhension de ces enjeux. Alors il y a le climat, il y a la représentativité des femmes, du handicap, l'inclusion. C'est des sujets effectivement que je porte au sein de la radio, qui me parlent et qui sont totalement alignés avec les valeurs que j'ai envie d'incarner aussi. Mm-hmm. Mais ce que j'apporte, il me semble, c'est aussi une compréhension du business pour essayer de faire converger les deux objectifs. C'est-à-dire que, bien évidemment, une entreprise a besoin en tout cas, nous, on a besoin
de faire de l'audience, de délivrer des programmes de qualité, de pouvoir respecter nos engagements conventionnels, de rentrer dans un schéma et un équilibre économique. Mais en même temps, ce n'est pas incompatible avec les enjeux de RSE et tout mon travail, c'est de trouver une manière de manière opérationnelle de faire en sorte que ces enjeux soient portés à l'antenne, sur nos antennes, dans nos équipes aussi. C'est pas uniquement à l'antenne, mais aussi au sein des équipes qui travaillent à la fabrication de ces contenus. Et en même temps que nos objectifs de performance économique, de performance d'audience ne soient pas mis de côté et qu'on ne devienne pas une entreprise hors sol, en fait. Donc voilà. Tu as un exemple de justement comment les journalistes, par exemple, intègrent ces urgences écologiques dans leur discours, dans leur manière finalement de transmettre, partager de l'information? Alors aujourd'hui, à la rédaction, il y a à peu près 80% des journalistes qui sont formés à la fresque du climat. Ce qu'on a fait, donc il y avait un sujet de formation, il y a un sujet aussi d'antenne. Donc ça veut dire que à partir du moment où les gens sont formés, il y a des mots, des tournures qui sont petit à petit. Alors ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme quand on commence un régime, du jour au lendemain, on n'arrête pas tout, ou quand on essaie d'arrêter de fumer, c'est un peu compliqué, sauf si on a des méthodes un peu un peu radicales. Donc c'est un cheminement. Dernièrement, on a changé l'organisation, c'est-à-dire qu'avant on avait un service éco, société, un service transport, un service qualité de la vie, environnement. Et aujourd'hui, l'environnement, c'est pas un sujet, une équipe à part, en fait. Il faut que ça infuse. L'économie, en fait, elle doit avoir aussi un prisme environnemental. Le transport doit avoir un prisme environnemental. Donc là où avant, on avait des équipes qui étaient totalement, travaillaient en silo, on a réorganisé nos équipes pour avoir une équipe qui est en charge de l'environnement, de l'éco, de la conso, du transport et de l'énergie, qui permet bien sûr qu'on a des référents environnement sur ces questions-là, mais l'ensemble des équipes, des collaborateurs de cette équipe ont une sensibilité qu'ils intègrent à leur sujet, au traitement de leur sujet. Et ça, c'est une vraie différence. Moi, je trouve que ce qui est important, en tout cas dans l'entreprise, mais ça c'est mon prisme, puisque j'ai un prisme très organisation, c'est que l'organisation est fondamentale dans la manière dont ensuite on travaille. Alors nous concernant, on fabrique des contenus, et c'est vrai que le fait de rassembler une seule équipe, de fusionner ces équipes, comme ça, de loin, ça paraît anecdotique, mais aujourd'hui, depuis qu'on l'a fait, on voit vraiment la différence. Et ça, c'est une satisfaction de voir la concrétisation de tout ça qu'on entend à l'antenne petit à petit. Et quels sont les prochains challenges, enjeux, RSE, justement, du pôle radio, par exemple? Alors, on a plusieurs sujets. On a le sujet des femmes, de la représentation des femmes et de faire en sorte qu'il y ait plus de voix féminines sur nos antennes. Alors, on a eu déjà une vraie progression par rapport aux années précédentes. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 40% de femmes expertes à l'antenne. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Déjà, le gap qu'on a fait, je crois qu'on a gagné à peu près 4 points en 2 ans.
le gap, il a été fait parce qu'on a mis des outils de mesure qui permettent de piloter. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas juste quand l'Arcom nous demande des tableaux de bord, des reporting. Ah mince, combien on a de femmes, combien on a eu de femmes. Là, c'est un vrai pilotage. Ça ne veut pas dire qu'on change la ligne éditoriale, ça ne veut pas dire qu'on change et qu'on impose aux journalistes de prendre des femmes plutôt que des hommes. Ça veut dire qu'on leur donne la lisibilité et la visibilité de ce qu'ils font, des choix qu'ils font. Et là où auparavant, on pouvait dire ah ben oui, il suffisait que la veille, il y ait eu 3 femmes qui étaient à l'antenne. On dit mais si, on fait des femmes. Regarde, hier, on a fait machine. Là, il y a des reportings qui permettent de donner cette visibilité-là et de leur dire voilà, en fait, vous avez le sentiment que vous mettez beaucoup de femmes à l'antenne, mais voilà les chiffres, voilà ce que ça donne, et ça leur permet de rééquilibrer en gardant leur autonomie et leur indépendance éditoriale, bien évidemment, mais voilà, c'est un baromètre, c'est une boussole qui leur permet en fait de faire des choix éclairés. Donc pour ça, on a fait un partenariat avec un annuaire qui s'appelle To Gap, qui est un annuaire d'expertes professionnelle féminine, parce qu'il y avait un sujet qui était le sourcing, c'est-à-dire que ce que j'entendais, c'était oui, mais en fait, on n'a pas d'experte dans ce domaine-là, etc. Donc ça, on l'a mis en place et qui permet en fait, d'avoir accès. Alors il y a bien évidemment des axes d'amélioration, mais ça permet d'avoir tout de suite possibilité d'aller sourcer des femmes sur des thématiques identifiées. Là où on a des difficultés, c'est sur des thématiques ciblés comme le sport, comme les sciences. Et en fait, il y a 2 choses. Il y a le rôle des médias qui est de mettre en valeur, ou en tout cas essayer de mettre le plus de femmes à l'antenne possible sur ces thématiques-là pour donner aussi envie à d'autres d'aller vers ces voies-là. Et puis, il y a le fait que, en école, les filles vont pas forcément choisir ces thématiques-là. Et donc, c'est un accompagnement. En fait, c'est un changement qui doit être fait au niveau global. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai l'occasion de rencontrer des directeurs d'école, de journalisme notamment, je leur dis, en fait, nous, on a ce sujet-là. Ils m'expliquent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Les filles préfèrent faire le choix d'autres options que celles du sport ou des sciences. Et donc on essaie de créer des partenariats, d'essayer donc je leur propose, on a des femmes qui font du sport, de leur proposer d'envoyer des journalistes féminines juste dans des conférences ou dans des réunions de présentation de ces écoles pour donner envie et matérialiser un peu comme des rôles modèles, de matérialiser le fait que on peut être femme et journaliste sportive et spécialiste sciences. Donc là, on a aussi un partenariat sur les alternances avec une école pour avoir des journalistes scientifiques. Et c'est vrai que dans les candidatures, on a très peu de femmes. Et ça, je pense que c'est un travail conjoint. Moi, je me souviens au moment de Top Chef, les premières, j'avais discuté avec les producteurs de cette émission, il y avait très peu de candidatures féminines. Maintenant, il y a des candidatures féminines pour l'émission, mais il y a aussi beaucoup, il y a eu, je crois, je sais plus, je vais pas donner de chiffres parce que je risque de pas avoir les bons, mais il y avait eu un gap, une vraie croissance des candidatures féminines de femmes dans les écoles hôtelières pour se dessiner au métier de chef. Donc, je trouve que c'est vraiment un travail conjoint. C'est à la fois mettre en lumière ces femmes concernant ce sujet-là et en même temps que la société accompagne par d'autres mesures ces évolutions-là, et de la même manière sur le handicap, sur
la diversité sociale. Nous, dans notre politique de stage, on essaie de faire en sorte ou d'alternance, d'aller sourcer des jeunes qui sont pas forcément, tous parisiens, dans les écoles parisiennes, etc., pour amener cette diversité qui, quand elle est dans les rédactions, notamment parce qu'on parle de l'info, permet aussi de donner à voir une autre lecture de la société. Et ça, c'est important. Basma, du coup, j'en profite, si tu le veux bien, j'aimerais bien aborder avec toi un point qui t'est beaucoup plus personnel, qui est celui de la santé et de ton état de santé, de la maladie invisible auto-immune dont tu es porteuse. En 2023, c'est un sujet d'actualité. On a vu en janvier Arthur Sadoun, qui est le patron de Publicis, qui a voulu briser un peu le tabou de la maladie au travail en évoquant son cancer. Il a créé d'ailleurs l'engagement Working with Cancer, une initiative qui vise à garantir que les entreprises soutiennent justement leurs employés face à la maladie. Beaucoup plus récemment est sorti au cinéma le film documentaire Invincible été, sur cette volonté de témoigner, ne plus se cacher, parler, dire je souffre de cette maladie et j'ai envie d'en parler. Et donc, j'aimerais savoir à quel moment, dans quelles circonstances, toi, tu as fait ton coming out justement sur cette maladie dont tu es porteuse. Alors, il y a eu plusieurs moments. Alors, tout d'abord, donc effectivement, j'ai une polyarthrite rhumatoïde qu'on m'a découverte après mon 3e enfant. Donc c'était après mon congé maternité, avant de reprendre le travail. En plus, je changeais de job, donc j'avais eu une évolution de carrière souhaitée, mais du coup, je prenais de nouvelles fonctions. Et donc, j'ai commencé à avoir des douleurs qui m'ont conduite à faire plein d'examens. Et à ce moment-là, on m'a découvert cette maladie. Alors, au début, quand on vous dit maladie auto-immune, le médecin qui m'annonçait ce diagnostic était un peu catastrophé. Enfin, en tout cas, il avait l'air grave. Moi, je ne comprenais pas trop, mais c'était une sorte de déni de cette maladie parce que j'ai mis beaucoup de temps, finalement, a posteriori, c'est ce que j'ai compris, à accepter le fait d'avoir une maladie auto-immune. Donc au début, je me suis dit très bien, ok, il faut prendre un traitement, il faut prendre des cachets tous les jours. C'est pas très grave. C'est pas, j'ai pas une espérance de vie qui est raccourcie. C'est juste que, en fait, c'est juste des médicaments à prendre. Et puis finalement, je prends mon poste. C'est un nouveau poste. Je suis secrétaire générale de la rédaction sur les journaux de M6. C'est l'époque des attentats. C'est beaucoup de boulot parce que je découvre une rédaction et au départ c'est un peu lourd parce que mon traitement me fatigue beaucoup. Je perds mes cheveux parfois le matin parce que en fait la polyarthrite c'est des douleurs qui arrivent surtout au moment du repos. Donc en fait quand on est en activité, il n'y a pas beaucoup de douleurs, en tout cas me concernant. Il y a peut-être d'autres formes chez d'autres personnes, mais le réveil le matin, en fait, je mets une demi-heure à me dérouiller. Et au début, en fait, faut que je mette mon réveil plus tôt. Donc au début, j'en parle pas trop, j'en parle pas du tout. Et j'en parle pas, et puis c'est pas un sujet pour moi, en fait. Donc je mets juste mon réveil plus tôt pour avoir le temps de me dérouiller et que le matin, je puisse arriver à l'heure au travail. Et donc toute cette phase-là, très intense, me pose pas de questions, en tout cas m'oblige pas, me contraint pas à le dire. Sauf que je suis vraiment très fatiguée. C'est une fatigue chronique qui s'ajoute au stress du travail, au rythme intense. Et puis, alors je sais plus, c'est quand même au bout je suis là depuis quand même 1 an. Alors je change de traitement parce que ça va pas, parce que quand je suis au travail, ça va, mais le week-end, c'est terrible. Je peux passer le week-end entier allongée, à pas bouger du lit parce que j'ai mes crises. Bon, et après, c'est là où on se rend compte que le mental, il fait beaucoup aussi. Enfin, c'est un cercle vicieux, mais du coup, il arrive un moment où je peux plus le cacher parce qu'il y a des matins où je me réveille et j'ai mal partout et je peux pas. Et ça, au bout d'une demi-heure, ça se dérouille pas, j'ai trop mal.
Et donc, je suis obligée de dire à mon manager du moment, voilà, j'ai cette maladie. Et donc, je peux pas te dire quand est-ce que ça arrive, mais il y a des fois où je peux pas me lever. Donc, je peux pas me lever, mais j'ai des douleurs aussi aux mains. Donc, je peux pas travailler sur mon ordi. Donc, c'est très handicapant et c'est très, comment dire... c'est-à-dire que moi, j'ai toujours vraiment mis une barrière entre ma sphère personnelle et ma sphère professionnelle. Et là, en fait, on est obligé de faire rentrer l'intime dans la sphère professionnelle. Donc, on se sent un peu vulnérable. On se sent... moi, j'ai toujours lutté contre le fait d'être vue comme une victime, d'être dans une case. Et là, vraiment, d'avoir à dire ça, c'est presque un aveu de faiblesse. Et je le vis pas très bien. Je le vis pas très bien. Et comme je le vis pas très bien, finalement, le mental faisant que la maladie est là, le traitement, on m'a changé de traitement, ça fonctionne pas, et donc ça va de plus en plus mal. Ça va de plus en plus mal, et puis donc je suis obligée d'être hospitalisée. Donc à ce moment-là, mon manager est vraiment très très bienveillant. Il y a aucun reproche, mais c'est surtout moi qui le vivais mal, parce que même si au niveau du travail, je faisais en sorte que mon absence ne laisse pas le fonctionnement de l'activité. Donc dès que j'arrivais à reprendre une activité normale, je me mettais sur mon ordi et je travaillais. Mais ce sentiment vraiment d'être vieux avant l'âge, en fait. C'est mon ressenti de cette maladie, mais c'est vrai que de plus pouvoir se mouvoir, on a l'impression d'avoir 100 ans. Il y a des fois où mon mari était en déplacement professionnel, donc je devais gérer à la fois le boulot, mes enfants, et j'avais une crise, et donc là j'étais incapable d'ouvrir une bouteille d'eau. Donc il m'est déjà arrivé d'être dans la rue avec mes enfants et ne pas pouvoir ouvrir une bouteille d'eau et arrêter un passant pour lui dire est-ce que vous pouvez m'ouvrir la bouteille d'eau. Donc à la fois je le prenais avec légèreté, en tout cas facialement, et en même temps ça m'impactait beaucoup plus que ça. Et puis j'ai été hospitalisée, on m'a rechangé de traitement, enfin ça a mis un peu de temps avant de trouver un traitement qui me convenait. Ça a mis un peu de temps avant que je n'accepte la maladie, parce qu'en fait c'était aussi ça le sujet. Et puis il y a eu un moment, notamment quand ces absences, mon incapacité à travailler, à être totalement 100% au travail, m'a beaucoup gênée. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire non, mais en fait c'est pas rien, en fait j'ai vraiment quelque chose de grave. Tout est relatif, mais je me suis rendu compte que c'était pas aussi léger que je l'avais en tout cas appréhendé au départ. Et donc à ce moment-là, alors c'est vrai que chez M6 il y a une mission handicap qui est une politique vis-à-vis des personnes en situation de handicap qui a été initiée il y a de nombreuses années maintenant, qui est très développée. Donc très vite, moi en plus je venais de la RH où j'avais travaillé pendant quelques années, donc je savais ce que voulait dire être RQTH, travailleur handicapé, etc. Et donc j'ai commencé à faire ces démarches pour être reconnue comme travailleur handicapé, en me disant il faut quand même que je le fasse, parce que ça peut vraiment arrêter ma carrière. En fait, je peux être dans l'incapacité de travailler. Et donc tout ça s'est fait de manière très bienveillante avec l'équipe RH.
Et du coup, à ce moment-là, je crois que c'est ce moment-là, au moment où je fais cette déclaration-là, que c'est le début de l'acceptation de cette maladie. Et puis, après, on m'avait changé de traitement, ça allait mieux. Et comme je suis quelqu'un qui a toujours envie de changer, j'ai quand même changé de travail. Je suis arrivée dans les radios avec un nouveau manager, à qui, bien évidemment, avec qui je n'ai pas partagé cette maladie au départ. C'était pas le sujet. Et puis, il n'y avait pas de raison que je lui raconte tout ça. Et puis vient le Covid. Et donc, je me souviens de Emmanuel Macron qui annonce le confinement avec une alerte pour les personnes immunodépressives, donc qui ont un traitement pour une maladie chronique. Et donc, j'entends ça. Il y a mon mari qui m'envoie un message en me disant il va falloir que tu restes confiné. Est-ce que tu l'as dit à ton boss ? Et donc, je suis hésitante. Et puis, je me dis, là, c'est quand même assez grave pour que je lui dise. Donc, je vais le voir. Et je lui dis, voilà, j'ai cette maladie. Et donc, je fais partie des gens à risque. Donc, je vais devoir être confinée. Alors, je venais d'arriver à la radio. Enfin, je suis arrivée fin 2019 à la radio. Juste avant, on avait eu une cyberattaque. C'était vraiment pas le moment de partir, être confinée. La radio, c'est un média de direct avec des équipes qui sont sur place. Donc, être confinée et pas sur place quand on co-dirige, parce que c'est pas comme si je faisais partie d'une équipe qui fonctionnait. Donc, il y a aussi ce rôle de représentation et puis d'exemplarité, de se dire vous les journalistes et puis les animateurs, vous êtes dans les studios, nous aussi on est là pour vous accompagner, pour organiser. Donc il y avait ce sentiment de vulnérabilité, de se dire en fait c'est là où c'est le plus important et je serai pas là. En même temps, cette impudeur imposée, parce qu'en fait, on est obligé, de rentrer dans cette intimité, et c'est quand même assez inconfortable. Et puis, j'ai pas eu le temps quand même de me morfondre sur tout ça, puisque Emmanuel Macron a annoncé ça le soir même. Donc, je rentrais après avoir annoncé à mon boss que j'allais sûrement être confinée ou en tout cas devoir me sécuriser un maximum. Et puis, j'ai attrapé le Covid et j'ai dû être hospitalisée. Donc, ça a encore plus matérialisé ma fragilité. Ce qui, dans les faits, m'a beaucoup... c'est un sentiment partagé parce que ça faisait pas si longtemps que j'étais en radio. J'ai reçu plein de messages parce que bien évidemment tout de suite, en plus c'était à l'époque où on savait pas trop ce qui se passait. Donc il y a eu beaucoup de messages de soutien de gens que je venais de découvrir et en même temps cette intrusion dans l'intimité de se dire en fait tout le monde sait que je suis vulnérable, je suis fragile et ça c'est compliqué à accepter. Même si tout le monde est bienveillant et que ensuite tout s'est très bien passé, j'ai pu reprendre mon activité depuis chez moi et ça a été sans conséquences négatives pour moi et très très prenant, mais en même temps très enrichissant dans le fait que on a appris à travailler avec cette contrainte-là. C'est quand même un moment vous êtes le bouton rouge qui clignote, on se dit elle est fragile et ça c'est compliqué à accepter, même si aujourd'hui je l'ai accepté et c'est plus un sujet. Merci beaucoup pour ce partage et merci. L'émotion est là en tout cas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc maintenant, comment tu combines justement, tu arrives à gérer tes nombreuses responsabilités, cette incertitude de la maladie? Est-ce que justement ça a permis aussi de peut-être mettre en place de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles manières de voir aussi la maladie au sein du groupe? Est-ce que tout ça finalement c'est une avancée aussi Alors, au même titre que quand je reçois des collaborateurs, femmes par exemple, qui ont difficulté à demander une promotion, une augmentation,
que parce que je suis une femme et parce que j'ai un discours totalement ouvert et je les mets très à l'aise avec le sujet et elles s'autorisent à avoir des revendications ou des demandes devant moi et je suis très contente qu'elles les aient aussi devant d'autres. Le fait de pouvoir dire à quelqu'un, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est pas que je me cache plus, c'est que il m'est arrivé de dire, oui, mais moi, je suis en situation de handicap. Et alors, du coup, il y a tout le monde qui est un peu gêné, il y a un petit blanc. Mais ça permet aussi de démystifier le handicap. Le handicap, c'est plein de maladies. C'est pas forcément qu'une maladie comme la mienne. C'est le diabète, c'est les troubles du comportement. Il y a plein de choses. Et c'est pas forcément qu'un handicap physique, moteur, très visible. Et donc, c'est vrai que moi, dès que je peux accompagner la politique du groupe, qui est de dire, voilà, pour certains métiers, pour certaines activités, on fait appel à un ESAT, on fait appel à des travailleurs handicapés plutôt que à de l'intérim ou à de la prestation. Je le fais. Le fait d'incarner en fait le handicap, puisque je le suis aussi, permet en fait de démystifier et dédramatiser quelque chose qui parfois, encore aujourd'hui, est vu comme oh là là, mais ça va être compliqué de travailler, mais est-ce qu'ils vont savoir faire ça Alors quand je leur dis en fait moi je suis en situation de handicap. Du coup, ils se disent non mais très bien, donc on va essayer. Vraiment le rôle modèle. C'est ça. Donc je m'en sers plutôt comme ça, mais je le dis pas. Voilà, j'en parle plus librement parce que j'ai accepté et parce que c'est comme la fresque du climat, c'est-à-dire que pour moi c'est important d'incarner aussi et de dire c'est pas un gros mot. Et de permettre de donner une réalité concrète à quelque chose qui parfois est uniquement théorique. Voilà, c'est important que je puisse aujourd'hui m'en servir comme levier de transformation. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que c'est la meilleure des conclusions. Merci beaucoup, Basma, pour ce témoignage. Merci vraiment d'avoir eu le courage aussi d'échanger sur tous ces sujets. Si on veut te suivre tes évolutions, suivre tes prises de parole, quel est le meilleur moyen pour te voir ? Peut-être sur un réseau social Alors, merci déjà à toi pour cette initiative et pour ce podcast qui va permettre, j'espère, en tout cas, de donner, à entendre un parcours qui peut, j'espère, permettre à certains de réfléchir autrement ou de se dire, c'est possible. Et pour me suivre, moi, les réseaux sociaux, c'est plutôt privé, mais le LinkedIn est totalement ouvert et permet de suivre mon activité. Super, c'est parfait. On mettra des liens de toute manière sur la description du podcast et notamment vers ton LinkedIn. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de cette première série « Prendre des décisions face à l'incertitude ». J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez nous envoyer de bonnes ondes, le meilleur moyen est de lui attribuer 5 étoiles et le partager autour de vous. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir les thématiques abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Enfin, vous pouvez suivre ce podcast sur les plateformes dédiées, activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochaines séries. Encore merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Learning Matters.